Comment et pourquoi pratiquez-vous la peinture? Est-ce que c'est dans un désir de vous éveiller à quelque chose de subtil? Ou alors, est-ce que c'est un divertissement et une fuite? Est-ce que votre pratique de la peinture est une nourriture pour votre sensibilité et votre esprit? Ou alors est-ce une addiction égocentrique pour vous créer une image de vous-même? Est-ce que votre pratique de la peinture est une quête d'équilibre ou alors une fuite vers une sorte d'hubris débridée? Est-ce qu'elle est un partage avec le monde, avec les autres, avec vous-même? Ou alors est-ce une compétition permanente à tendance anxiogène? Est-ce que votre pratique de la peinture est un ingrédient essentiel pour votre conscience spirituelle, votre connaissance? Ou alors est-ce un moyen de destruction complète de toute chose, comme hélas ça arrive trop souvent dans l'art contemporain où on confond pratique artistique et provocation par exemple. Dans cette vidéo, eh bien, je vais aborder ces différents points et j'espère que à la fin, vous commenterez, donnerez votre propre avis, car c'est assez important, c'est à mon avis la clé de la peinture. Le premier point est donc éveil ou divertissement. Effectivement, je vais commencer par le divertissement. Très souvent, nous avons été éduqués à produire, travailler. Nous sommes dans un monde très anxiogène, très pathologique, dirons-nous carrément. On parle de guerre, beaucoup de personnes prennent des médicaments, des antidépresseurs. Nous sommes face à des crises existentielles liées à des formes de dictature, disons le mot, dictature sur l'informatique, vous voyez la censure sur YouTube, Facebook, etc. Mais des dictatures aussi, des abus de pouvoir politique, des véritables mafias qui se sont emparées de nos vies pour la grande distribution, l'alimentation, la malbouffe, tous ces trucs-là posent d'énormes problèmes. Et nous sommes comme des fétus de paille perdus là-dedans. Alors donc, nous cherchons des échappatoires. Les échappatoires, c'est souvent à travers la consommation, la publicité, les images toutes faites. Voilà. Et quand nous pratiquons la peinture, nous cherchons aussi, presque par habitude, un divertissement, une manière, vous savez, de passer le temps dans la peinture. Pour moi, c'est quelque chose d'assez dramatique. Le divertissement nous élimine, nous sommes dans un point et nous fait fuir de nous-mêmes. Donc c'est l'inverse de l'éveil. Alors qu'est-ce qu'on entend par éveil? Eh bien c'est simplement une capacité à se connecter à des forces subtiles à l'intérieur de nous qui, sans avoir vraiment à travailler sur la raison ou l'intellect ou la technique, même si ça c'est extrêmement important comme outil, permet donc d'avoir contact avec quelque chose d'essentiel, une espèce d'essence à l'intérieur de nous, qui nous rend la vie meilleure, qui nous permet de savoir presque intuitivement ce qu'il faut faire, qui nous permet d'enrichir nos vies directement, en direct on va dire, sans passer par les artifices habituels. Il n'y a personne à l'extérieur qui nous donnera cet éveil, mais c'est nous-mêmes, à travers cette vigilance, cette intention particulière, artistique, qui va se doter des outils pour incarner à travers les savoir-faire, les techniques qu'on apprend à longueur de journée dans les vidéos YouTube, notamment les miennes, et 450 000, j'espère. Eh bien, voilà, l'éveil, c'est avant tout une décision personnelle de s'emparer de sa propre vie subtile, profonde, de notre vie aussi visible et incarnée, et de donner une forme qui nous permette d'être l'empereur d'un territoire, de la tête de nos chaussures, mais sur un plan évidemment profond, subtil, dans un désir d'élévation. C'est ça, on pourrait dire ça l'éveil. C'est une manière quelque part de quitter son petit ego, quoi. Est-ce que c'est une nourriture de l'âme ou une addiction égocentrique? Bon, on revient un peu à ce que je disais dans la question précédente. En fait, le fait de pratiquer un art nous met sans cesse en connexion avec une autre forme de réalité. Vous êtes face à une toile blanche, vous êtes donc tout seul face à un univers vierge qui dépend que de vous.
Donc dans ce cas-là, vous êtes amené à donner des fois le meilleur de vous-même, être confronté à des erreurs, des manques d'équilibre, des manques de conscience, des manques... Eh bien, tout ça, lorsque c'est en positif, c'est-à-dire avec des intuitions fulgurantes, ou au contraire avec des blocages fulgurants, vous verrez sur votre toile, sur votre pratique, des choses qui vont être extrêmement précieuses pour votre propre connaissance de vous-même, profonde, hein, je ne parle pas simplement avec les représentations qu'on a de nous-mêmes, mais on touche vraiment à quelque chose d'essentiel, et à ce moment-là, donc, nous nourrissons notre âme, et de manière consciente. C'est peut-être une des grandes vertus de la pratique artistique. Mais aussi, on peut faire la même chose pour nourrir notre folie pathologique, égocentrique. C'est-à-dire que l'ego, lui, va s'emparer de toutes ses démarches, de toutes ses connaissances, mais au lieu de les dédier et de les laisser s'écouler dans un espace infini pour nous élever vers autre chose, cette chose impalpable, l'esprit, l'âme, je sais pas, j'ai pas envie de donner un cadre trop précis, eh bien, toute cette nourriture, on pourrait dire, va servir à l'ego pour se gonfler, comme la grenouille qui voulait devenir un bœuf. Alors ça, c'est un problème. Donc ça, c'est le deuxième point. Est-ce que c'est une nourriture ou une addiction? Le troisième point, c'est est-ce que la pratique de la peinture est une quête permanente d'équilibre? Par exemple, quand on choisit des sujets, le simple fait de choisir, on va le choisir en fonction de soi-même, en monde extérieur, de ce qu'on aura vu. On aura donc à avoir un certain discernement pour choisir, pour dire tiens, ça serait intéressant, j'aimerais bien ça, ah ça me plairait, simplement le choix du sujet, une manière d'organiser le sujet, ou même de l'inventer, bien entendu. Mais cette recherche d'équilibre va se manifester dans l'usage des couleurs, dans l'usage des effets de matière, dans l'usage de votre écriture de peinture, hein, si on a une écriture, on pourrait dire le style tout simplement, eh bien tous ces ingrédients un peu particuliers qui sont personnels finalement, et on ne peut pas quitter cette énergie particulière, c'est quasiment impossible. Et ce lien avec tous ces ingrédients peut se faire dans l'équilibre, dans une quête d'équilibre, dans un but, là, non pas forcément d'aller chercher dans le monde subtil ou spirituel directement, mais au contraire d'incarner dans une toile et donc dans la matière un parfait équilibre qui va témoigner de tout un processus d'équilibre intérieur qui sera utile pour nous-mêmes bien sûr, mais aussi pour les autres, dans le cadre d'un enseignement, du lien avec la famille, du lien avec les autres. Il y a plein de manières, mais quand votre toile est en équilibre, elle joue un peu, quelque part, un rôle de talisman. La contrepartie pathologique de ça, c'est l'hubris en peinture. C'est-à-dire que certaines personnes vont vendre des tableaux et vont les vendre très cher, par exemple. Et il va y avoir une espèce de jeu de fascination. La peinture devient un outil de pouvoir, un outil de spéculation, un outil, des fois à des degrés, vous voyez bien, des dizaines de millions d'euros, de dollars. Donc en fait, il y a une espèce d'hubris qui fait qu'on rentre dans un monde artistique qui est en même temps artificiel, qui sert à nous dire que l'art, c'est pour les riches, par exemple. Les gens Quand je dis riches, c'est pas dans la logique socialo, etc. C'est plutôt dans la logique des milliardaires, quoi, des mecs qui ont la richesse d'un État. Ces gens-là s'amusent, jouent entre eux, et sont dans une espèce d'hubris. Et l'artiste, s'il n'est pas dans sa quête d'équilibre, peut jouer ce jeu de pathologie, de fuite en avant dans la richesse, dans toutes les paillettes. Donc c'est une espèce de véritable folie sans aucune limite. Et plus vous serez déséquilibré, ou dans votre comportement, ou dans ce que vous peignez, plus vous serez provocateur, plus vous chercherez à choquer, à blesser, et plus vous aurez votre place dans ce monde-là. Donc en fait, équilibre ou hubris, à vous de choisir. Il y a un quatrième point que j'appelle le partage ou compétition. En fait, lorsque nous pratiquons la peinture dans un but de connaissance et d'ouverture, en fait, tout ce que nous allons faire sera source de joie, dirons-nous. Je ne veux pas être naïf ni gnangnan, mais malgré tout, il y a une grande source de joie, et cela nous permettra de partager avec les autres. D'une part, si nous sommes joyeux, nous changeons notre monde et nous changeons le monde. Et ce partage,
est assez extraordinaire parce que il est contaminant. Il va contaminer d'autres personnes qui auront envie de faire pareil. Je cite mon grand-père qui m'amenait, quand j'avais 6 ans, il m'amenait tout le temps dans son atelier de peintre du dimanche. Et grâce à ça, il a partagé, non pas des techniques juste pour que je fasse petit 1, petit 2, petit 3, mais simplement dans son regard, dans sa manière de peindre, de respirer. Il y a quelque chose qui passait, il y a une espèce de partage qui m'a profondément imprimé, quoi. Je veux dire, waouh, qui a changé ma vie, bien entendu. Excusez-moi de parler de moi, mais je pense que c'est parce que c'est tellement fort que je sais que vous-même, lorsque vous pratiquez un art, avec intensité, avec toutes ces qualités subtiles, avec humilité, avec sérieux, eh bien vous allez partager des choses consciemment ou inconsciemment qui vont bouleverser l'équilibre des gens qui sont autour de vous. Ça peut être 2 personnes ou 100 000 personnes, peu importe. En revanche, vous pouvez pratiquer la peinture dans une logique de compétition. C'est-à-dire, vous arrivez, je suis sponsorisé par telle marque, regardez comme je suis fort. Et le but, finalement, quand on est dans cette logique de compétition, c'est justement de remonter. Il y a bien sûr une liaison avec les pathologies précédentes. Donc cette compétition a pour but de montrer qu'on est plus fort, donc forcément qu'on est une espèce de génie, qu'on est ceci, qu'on est cela. En fait, c'est toujours l'ego qui cherche à se donner, se doter comme les généraux dans les pays d'Amérique du Sud, avec des centaines de médailles. En fait, c'est complètement ridicule, mais c'est très fréquent. Combien de personnes qui avaient des passions dans la peinture se sont retrouvées, de la peinture, se sont retrouvées à devenir des sortes de singes complètement malades, qui ont pour seul but de dire regardez comme je suis bon, regardez comme je suis bon, regardez comme je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et cet esprit de compétition est d'autant plus dangereux que, par exemple, si c'était dans le sport, un gars qui dirait oh regardez je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, bah, je dis bon ok, prends ta raquette de tennis ou je sais pas quoi, et puis mets-toi de l'autre côté du court. Et on voit le résultat. Il y a des contreparties, par exemple, dans le sport. On ne peut pas s'inventer l'idée qu'on est Nadal dans le délire, dans le sport. Ça, c'est un des gros avantages du sport qui est vraiment incarné. En peinture, on peut se croire Nadal, alors qu'en fait, qu'on est voilà, un joueur tout à fait banal. Et on n'est pas Nadal, on est banal. Pas mal. Voilà. Et en fait... voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens... Alors là, nous tombons franchement dans le ridicule la plupart du temps, parce que la compétition dans le domaine artistique, bon... Alors, juste pour vous donner quelques exemples, il y a des gens qui se disent « je vends beaucoup », donc ils sont persuadés parce que je vends, donc je suis. Alors, c'est très dur de dire ça, parce que si on dit ça, on va dire « ah, il est jaloux !» Non, c'est pas ça, parce que, en fait, dans le passé, j'ai vendu... certains types de tableaux en grande quantité, c'était sans doute les pires tableaux de ma vie. Donc en fait, la compétition, le besoin d'exister, de vendre, etc., de rentrer dans la jet set, d'être pris en photo à côté de Cyril Hanouna. Excusez-moi. Voilà. Et donc, ça ne marche pas, c'est complètement ridicule. Donc je conseille le partage, qui sera incroyablement édifiant, parce que non seulement vous allez aider les autres, mais les autres, naturellement, vont vous faire un certain retour, et vous restez en équilibre avec tous les points positifs donc de cette pratique, hein, du côté positif, le premier élément que j'ai cité. Donc vous rentrez dans une spirale harmonieuse, un cercle vertueux, alors que dans l'autre côté, on tombe franchement dans le cercle vicieux. Et ça peut aller très loin parce qu'il y a très peu, comment dire, de garde-fous pour pas tomber dans la folie quand on est artiste. C'est pour ça que la pratique artistique est un peu dangereuse quand même. Et voilà, prudence donc. Alors le dernier élément, c'est ce que j'appelle, est-ce que vous cherchez une démarche de l'esprit, je veux dire spirituel, hein. Je fais gaffe à mes mots parce que je me méfie des symbolismes, etc., des mots tout faits sur la spiritualité, etc. Je suis peintre, je suis spirituel, etc. Bon, bref, quelque part, on peut aller vraiment dans le délire aussi de ce point de vue-là. Donc, il y a une quête de l'esprit qui est la conscience qu'il existe quelque chose de subtil et d'élevé. Alors moi, c'est un petit peu
non pas une croyance, mais une hypothèse sur laquelle je pars. Je méfie des opinions et des croyances, ça c'est insupportable. Par contre, je m'en sers comme hypothèse, voilà, donc il y a quelque chose sans doute. Alors peut-être que l'expérience me montrera que c'est faux, mais en fait je cherche quelque chose du domaine de l'élévation à travers la pratique de la peinture. Alors on pourrait parler de spiritualité dans l'art, on pourrait dire la spiritualité dans la matière, moi j'aime bien ce terme-là, sans aucune connotation symbolique ni religieuse, mais quelque part c'est une forme de yoga dans ce cas-là, c'est-à-dire que yoga c'est dire relier, être relié, qui a donné aussi le mot religion quelque part. Donc mais méfiance, les dogmes, les systèmes organisés, les mises en bouteille de l'esprit, ce n'est pas l'esprit, hein, d'accord? Une photo de pizza n'est pas une pizza. Hein, je préfère manger une pizza qu'une photo de pizza, je vous le dis tout de suite. Eh bien, c'est un peu pareil. Donc, il y a, selon moi, une hypothèse comme quoi on pourrait chercher la nature de l'esprit, quelque chose à l'intérieur de soi, dehors. Je ne sais pas comment. Voilà, débrouillez-vous d'ailleurs. Et comme dirait Novalis, une phrase que j'adore, c'est « Il ne savait pas où il allait, mais c'est parce qu'il ne savait pas où il allait qu'il savait qu'il était dans le bon chemin. » Mais pour pouvoir faire ça, il faut être guidé par sa propre intuition, sa propre... une espèce d'appel d'élévation. Voilà, je reviens un peu à ce que je disais au début. En face de ça, il y a ce que j'appelle une tentation, comment dire, tellement égocentrique et tellement pathologique qu'on en crée une véritable, entre guillemets, anti-spiritualité. C'est appelé souvent le satanisme, etc. Mais regardez les symboles utilisés souvent dans l'académisme, l'art contemporain. Mais enfin, vous savez ce que j'en pense de ça. Souvent, c'est de la merde contemporaine, hein, en gros. Mais on pourrait dire académisme contemporain. Eh bien, nous avons des signes tellement égocentriques et tellement déconnectés et tellement dans le désir de choquer et de casser que la seule création possible pour ces gens-là, c'est de tout casser, de tout détruire des choses. C'est pour ça qu'on va voir, je sais pas moi, il y a le Crispis, je crois, c'est-à-dire le Christ planté dans de l'urine de cochon. Voilà, sympa. J'aimerais bien savoir si ces mêmes personnes feraient la même chose avec la croix de David et avec des symboles musulmans. D'accord? Donc c'est un petit peu facile aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se permettent de casser quand c'est pas dangereux. Et donc, il y a en même temps un désir de profiter de tout ça, de tout casser. Et on pourrait appeler ça une espèce de philosophie sataniste. Vous voyez, sans aller trop loin dans les trucs, style l'exorcisme, etc. Mais ça ne me déplaît pas comme concept. Mais gardez-le comme une espèce d'hypothèse humoristique plus que comme un truc, ayez peur, etc. Voilà, donc je vous ai parlé de ces 5 points qui me semblent intéressants pour moi, enfin, c'est une réflexion personnelle, parce que je me rends compte que l'on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Par exemple, on peut passer d'un réel désir d'éveil complet de soi-même à un divertissement sans s'en rendre compte. On peut passer d'un besoin de partage à une espèce de compétition sans le savoir. Personnellement, et puis on ne sait jamais gagner ça. Par exemple, moi je croyais que j'étais dans le partage, etc. Puis l'autre jour, j'étais déstabilisé par quelqu'un qui a beaucoup de succès. Et bien, ça m'a énormément remis en question et je me suis comporté comme un imbécile parce qu'une logique de compétition s'est mise en route. En disant quoi? Moi, comment ça? Comment ça? Bref, c'est toujours présent. On n'est jamais quitte. On n'est jamais certain de ne pas être un crétin. Il faut donc une extraordinaire vigilance. C'est aussi un des grands intérêts de la pratique artistique. Voilà. Donc c'est la pratique de la peinture. Pourquoi et comment, c'est un peu ma conclusion. C'est un questionnement qu'on doit avoir sans arrêt à l'intérieur de soi, qu'on peut partager avec d'autres. Si vous voyez un copain peintre, vous pouvez en parler, en rigoler, etc. Je le fais avec mon ami Thierry Marié souvent, ou avec mon épouse, qui elle-même est peintre. Eh bien, c'est très précieux donc de se poser cette question sans arrêt, sans trop donner de réponse. Posez les questions. Est-ce que, parce que si vous donnez les réponses, hop, vous commencez à créer des statuts, des positions, des trucs, des médailles, des machins, des trucs. Non, stop à tout ça. Voilà, j'espère que ce petit questionnement vous a intéressé. J'aimerais bien avoir votre avis.
N'hésitez pas à continuer à m'interroger, à m'engueuler d'ailleurs, vous avez le droit. Voilà. Bien, et puis aussi n'oubliez pas de lever le pouce bleu, c'est vrai que ça aide beaucoup ma chaîne, je vous en remercie d'avance. Voilà, à bientôt.